Baptiste Morin, que nous laissons la parole maintenant pour un mot par rapport à son regard, à la fois sur la mission de préfiguration, mais aussi sur ce que Doudou-Diel vient de nous dire, et c'est que Bordeaux, quelque part, sa société civile, en tout cas, vient de faire pour l'honorer. Merci, Griffa. Bon, c'est quand même très impressionnant, cher Diel, que d'avoir à prendre la parole après vous. Et je ne me risquerai pas à une tentative de mise en récit ou d'analyse historique de la responsabilité de Bordeaux. Je suis, moi, sur le début de ma route des esclavages, et donc j'apprends aussi en marchant. Et donc, c'est très intéressant, c'est passionnant. Et je ne vais pas faire long non plus, parce que j'ai une clémence pour l'auditoire. Non, juste réagir au grand marqueur que vous venez d'évoquer, parce que c'est assez fondamental pour la politique qu'on porte à Bordeaux. Je ne serai pas long là-dessus. Mais avec Olivier et Scott, quand on est arrivé aux responsabilités, lui avant moi, mais ensemble avec Pierre Hermic, effectivement, on a eu une vraie interrogation, parce qu'on a été secoués, je dois le dire, parce que je rends à Jules ce qui appartient à César par Carfa et par d'autres acteurs, mais par Carfa beaucoup, sur cette question de la place de Bordeaux dans l'histoire de l'esclavage et de la traite. On s'est interrogé beaucoup sur comment travailler et comment être en capacité nous-mêmes de construire une politique publique qui était en capacité de rendre un devoir de mémoire, et justement pas qu'un devoir de mémoire, et donc aussi un devoir d'analyse contemporaine et de résonance contemporaine des thématiques que nous abordons ce soir. Alors Bordeaux n'avait pas rien fait, elle a peut-être mis du temps à se réveiller, c'est vrai. La mission Tillinac a produit quelques résultats, une plaque, pas très grande, sur les quais, mais qui existait. La statue de Modeste Estas a déjà davantage mis en perspective, mais c'est un récit aussi, et c'est une manière de poser le récit sur la question de l'esclavage. Et donc quand on est arrivé, on s'est posé la question de savoir comment avancer, comment construire. Et ce qui me fait réagir, c'est qu'effectivement, on est parti d'une analyse assez similaire de celle que vous venez de poser, c'est-à-dire qu'on s'est posé la question des faits, et donc de la richesse des faits. Et donc avec le musée d'Aquitaine, c'est vrai qu'on les challenge beaucoup, mais ils travaillent énormément, notamment avec le CIRESC, sur la question de la réflexion permanente et de la recherche permanente et de la mise en perspective de notre histoire, des responsabilités, des chemins, des trajectoires des victimes et de la question des résonances, des descendances. Et donc c'est vrai qu'il y a ce premier travail qui existe, et on leur a demandé de le poursuivre, de le continuer, de l'enrichir. Par ailleurs, Laurent Desbrun, le directeur, est vraiment intéressé, passionné par le sujet, donc il le travaille avec des collaborations. Et c'est vrai que moi, c'est ce qui m'a marqué aussi beaucoup, c'est que l'enjeu, c'est aussi ne pas avoir que son propre regard. Et moi, je découvre, et on a reçu pour les Journées de la mémoire, qui est une autre action phare que nous portons sur cette question, où là, il y a des résonances aussi beaucoup plus contemporaines sur la question de l'esclavage, mais le dialogue qu'on peut avoir avec les partenaires, qu'ils soient africains, qu'ils soient outre-Atlantique, qu'ils soient dans l'océan Indien, nous permet aussi de croiser les regards et de s'interroger sur la manière dont on peut raconter notamment les faits, mais aussi les causes, les valeurs et les conséquences. Et ça nous apparaît totalement fondamental dans le travail qu'on mène aujourd'hui avec Olivier. Bien entendu, il y a une question de valeur, et moi j'ai pas de problème à assumer que, bah oui, je considère qu'aujourd'hui, les valeurs que moi je porte en politique et que j'assume en politique, eh ben, elles sont aussi de nature à laisser plus de place à la considération humaine, d'où qu'on vienne, quoi qu'on fasse. Et effectivement, il faut lutter contre le dérèglement de ces valeurs, et aujourd'hui on voit qu'il y a certains endroits dans le monde où il y a eu des dérèglements de valeurs, et donc les Chinois sont en train d'exploiter les Ouïghours, il y a d'autres endroits dans le monde où il y a de l'esclavage moderne, et donc oui, on doit se battre tous les jours pour être en mesure d'affirmer que ces valeurs cardinales que nous voulons porter, eh bien, elles ont des résonances partout sur le territoire. Et ça passe nécessairement aussi par l'éducation, et ça j'insiste là-dessus parce que c'est quelque chose qu'on partage très fortement dans les actions qu'on conduit. Et l'éducation, qu'elle soit... Moi, je suis en charge de l'éducation artistique et culturelle. Et culturelle, ça a un sens aussi dans toute l'identité qu'on construit au quotidien, parce que la culture, c'est pas juste une pratique artistique. La culture, c'est l'ensemble de ce qui nous régit en tant que communauté être humain. Je vois Jean-Michel Lucas là-bas qui sera vigile dans ce que je dis. Mais
effectivement, nous, ce qui nous réjouit aujourd'hui dans cette transmission et dans cette éducation à la citoyenneté, c'est aussi cette notion d'appréciation de la question des discriminations, de comprendre non pas seulement d'où elles viennent, mais de comprendre comment on ne les reproduit pas et comment on ne reproduit pas des schémas qui conduisent à de nouvelles discriminations. Et ça, c'est fondamental. Et donc ça, c'est un vrai travail que conduit Olivier aujourd'hui. Et nous, dans la transmission et dans tous les partenariats qu'on est en train de développer avec les écoles et avec les centres d'animation, etc., eh bien, cette question de la transmission autour de l'éducation artistique et culturelle, pour nous, elle est fondamentale sur le cadre de valeurs qu'elle est en capacité de poser. Et donc, nécessairement, tous les travaux qu'on est en train de conduire, y compris sur cette question de l'esclavage et de la traite négrière, elle est fondamentale pour un Bordelais que de comprendre que, ben oui, on a un héritage historique et qu'il faut le dénoncer, et qu'il ne faut pas avoir peur de le dénoncer, qu'il faut effectivement dire les faits, qu'on peut pointer des responsables, et que c'est pas parce qu'il y a eu des responsables que les descendants de responsables sont responsables. Oula, surtout pas, surtout pas. Qu'il est important que les Bordelaises et les Bordelaises puissent comprendre qui ont été celles et ceux qui ont participé d'un système, vous le disiez, qui s'est établi. Et ça, c'est tout le travail qui est fait sur les plaques de rue, dans l'espace public, avec une approche pédagogique. On travaille ensemble avec Mémoire et Partage sur ce sujet, puisque l'enjeu, c'est quand même d'être en capacité de trouver le juste équilibre entre la mise en récit de ce que ces personnalités ont apporté à la ville à un moment donné, mais leur responsabilité dans un crime contre l'humanité. Et donc c'est l'équilibre qu'on doit être en permanence en train de rechercher pour continuer à construire l'identité et la véracité de l'identité des Bordelaises et des Bordelais. Donc c'est un vrai enjeu qui est le nôtre aujourd'hui et sur lequel on travaille énormément. Donc j'ai parlé du musée, j'ai parlé des journées de la mémoire que conduit Olivier avec brio, qui là, il s'agit de motiver, d'aller challenger toutes les associations et la société civile bordelaise aussi sur la manière de mettre en récit cette question de la mémoire de l'esclavage, mais ses résonances contemporaines aujourd'hui, et c'est vrai que c'est un enjeu qui nous touche. Je fais le lien pour conclure et pour ne pas trop traîner sur cette mission. Et moi, je veux remercier Mémoire et Partage d'être venu nous voir, de nous avoir dit nous on veut conduire cette mission pour de bon, ça fait des années qu'on la prépare et donc la mairie de Bordeaux a dit banco, allez-y, travaillez, et je veux remercier vraiment Jacques Saul de la manière dont ça s'est conduit et tous les partenaires qui se sont mobilisés autour et qui ont conduit à la remise de ce rapport. Et c'est vrai que la ville de Bordeaux a soutenu, on va passer une délibération là, au prochain conseil municipal pour soutenir aussi financièrement cette action qui a été conduite, parce que ça a été une mobilisation de la société bordelaise et que c'est vrai qu'en ce sens, c'est vraiment quelque chose de nouveau que vous avez réussi à produire. Et donc, on veut vous remercier en tant qu'acteur bordelais d'avoir permis cette mobilisation et d'avoir permis de poser ce rapport. Ce rapport qui apporte une vraie interpellation à une attente, à des attentes, parce qu'en fait, le cahier de doléances, c'est des attentes, mais une attente qui est du coup structurée autour de la remise du rapport, une projection aussi, je dis, sur une projection idéale. On en a déjà parlé avec Carrefour, on va en parler ici, du site aborifère, qui a des contraintes, mais une projection en tout cas idéale qui est très importante pour la mise en récit, pour bien comprendre comment on peut projeter véritablement ce sur quoi vous avez travaillé, les retours que vous avez eus, etc. Et donc ce temps citoyen, là ce soir c'était l'idée que nous avons partagée avec Olivier Carfa, c'était qu'après la remise officielle au maire, il y a un temps de restitution à celles et ceux qui ont participé de ce moment. Et bien vous avez réussi à conduire ce premier temps. Et là, on est en multicasquette, puisque le département est là avec Aline Mouquet, la ville, la région avec Carfa et moi. Donc, on représente l'ensemble des collectivités que vous êtes allés rencontrer, que vous êtes allés challenger, la métropole, j'oublie aussi, que vous êtes allés challenger. Et les collectivités, effectivement, ont dialogué avec vous, c'était important dans la construction du rapport que vous portez, et vous allez leur remettre ce rapport. Et donc, ce premier temps, qui était le temps de l'interpellation, c'est ce que tout à l'heure disait Pierre-Yves Wauquiez sur ce moment où la société civile se saisit d'un problème et vient interpeller le pouvoir politique. C'est ce soir que du coup on le célèbre, donc, premier temps. Deuxième temps, c'est le temps de la prise en main par les pouvoirs publics. Et donc là, la balle est dans le camp des pouvoirs publics. Et donc, je vais répéter ce que le maire a dit lors de la remise du rapport. Qu'est-ce qui va se passer? On vous doit cette transparence. Eh bien, ce rapport, vous allez le remettre à toutes les collectivités que vous avez sollicitées, qui ont participé
cette concertation, et il y aura un échange entre les collectivités pour voir comment on peut s'en saisir. Pourquoi? Et ça nous semble fondamental, parce que effectivement l'enjeu de ce rapport il dépasse la simple question de la ville de Bordeaux, et c'est un enjeu territorial, c'est un enjeu structurant, c'est un enjeu régional, c'est nécessairement des résonances nationales, et donc il faut que les collectivités puissent ensemble voir la manière dont elles peuvent s'en emparer et la manière dont elles peuvent mettre en musique derrière les préconisations que vous formulez dans la mesure où elles sont en capacité de produire. Ça prendra du temps. 2 ans pour la fondation, j'ai failli le glisser tout à l'heure à Pierre Bloquet, lui dire c'est 2 ans, mais sans construction ou sans réhabilitation de biens matériels. On en a déjà parlé avec Carfa. Donc 2 ans, c'est le temps que la fondation a mis pour se structurer, pour exister en tant que telle. Là maintenant, la question du temps, de la construction et des prochaines étapes se posera dans le dialogue que les collectivités auront, y compris avec vous, avec la mission qui a été conduite, mais Carfa a déjà, je le dis, déjà proposé qu'à la rentrée, on se retrouve avec les collectivités pour qu'on puisse avoir cet échange et voir quelles seront les prochaines étapes. Donc voilà, donc on en est là. Je voudrais à nouveau vous remercier, parce que c'est un travail super riche. Et donc maintenant, il va falloir que les collectivités puissent s'en saisir, et que du coup, on voit comment on arrive à passer à l'étape suivante, et comment on arrive à construire quelque chose et à continuer d'avancer dans cette impulsion citoyenne magnifique que vous avez impulsée. Merci beaucoup. Merci. On a quelques derniers mots pour notre président, Patrick Serre. Oui, rassurez-vous, je vais être très bref. Je crois que ce qui nous est apparu à l'issue de la consultation citoyenne, c'était quelque chose de très révélateur pour nous tous. On a changé véritablement de paradigme. Depuis quelques années, c'était un projet porté par un certain nombre de militants sociaux, avec des revendications affirmées, réaffirmées. On n'en est plus là. On n'en est plus là. Les 600 ou 700 personnes qui sont venues à la consultation populaire citoyenne, qui ont pris de leur temps personnel pour venir débattre ensemble, écouter, échanger, opposer leurs idées parfois, mais c'est l'objectif. Elles ont en même temps dit que ce projet, elles s'en emparaient parce que, d'après eux, d'après ces citoyens qui sont venus, ça répondait maintenant, en 2023, à un véritable besoin social qui n'est pas satisfait. Donc on change de paradigme. On n'est plus sur un projet porté par certains militants. Non, c'est plus ça. Aujourd'hui, c'est un projet citoyen porté par la population qui demande à ceux qui en ont une décision, répondez à notre besoin social. Et ça fait le lien avec l'intervention de Doudou tout à l'heure, avec ces sociétés multiculturelles. Ah oui, Bordeaux n'est pas absent de cette évolution de la mondialisation. Donc on est bien sur cette question-là. Et pour terminer, Doudou parlait de ce crime et bien sûr il rappelait ce que la nation française a édicté, c'est-à-dire avec la loi Taubira, qu'il s'agit d'un crime contre l'humanité. Et c'est pour ça aussi que ce soir, il peut y avoir dans l'assistance autant de personnes blanches que de personnes noires. Parce qu'on ne parle pas d'un crime contre les Noirs, on parle d'un crime contre l'humanité. Comme lorsqu'on parle de la Shoah, on ne doit pas parler seulement d'un crime contre les Juifs, c'est d'un crime contre l'humanité qu'on doit parler aussi. Parce que lorsqu'on atteint un certain nombre de personnes ou un groupe de personnes, c'est l'humanité tout entière qui est mise en cause. Et donc ça, je crois que c'est très important. Mais pour revenir au projet, peut-être, alors là, c'est moi qui fais la proposition, on n'en a pas parlé, mais c'est pas grave, c'est la démocratie. Le dossier, s'il y a des personnes ici qui veulent l'avoir, alors on ne va pas vous le donner par papier parce que nos moyens financiers sont limités, mais par mail, on peut éventuellement vous le transmettre, il n'y a aucun problème. Si jamais il y en a qui n'hésitez pas.
Et écouter notre président, Patrick Serre, est toujours pour moi une surprise. Et puis en même temps, une sorte de confiance à chaque fois, par la lucidité qui est la sienne depuis une vingtaine d'années qu'il est membre de cette association, depuis une quinzaine d'années qu'il en est le président. Et je me dis que si on devait conclure, c'est avec cette conclusion-là, parce qu'il a bien cerné les enjeux. De la nécessité que nous soyons toutes et tous vigilants sur ce projet. Ce que Patrick vous a dit, c'est que ce projet n'est plus le projet de mémoire et partage. Nous avons travaillé pendant une année parce qu'on nous a demandé de le faire. C'est la mairie de Bordeaux qui nous a accueillis, qui nous a missionnés. Et comme vous l'avez entendu, qui a financé ce travail. Donc nous avons fait notre part. Et nous sommes même allés au-delà, puisque missionnés par une seule collectivité, nous avons réussi à avoir 3 autres collectivités et un soutien national inédit. On a 4 députés qui ne sont pas là, qui sont membres de la mission de préfiguration. On a présenté ce projet à l'Assemblée nationale. Donc il y a une vigilance à laquelle Patrick Serre vous appelle, que nous allons avoir très clairement dans les mois qui viennent, à l'endroit de tous nos partenaires. Toujours beaucoup de respect, mais une vigilance pour que ce projet ne puisse pas donc être déçu dans ses aspirations et dans ses attentes. Et je veux vraiment finir par remercier toutes et tous qui êtes encore présents ce soir avec nous pour votre écoute. Vous remercier pour certaines et certains pour leur contribution, puisque beaucoup ont contribué, qui sont encore là. Grand merci à vous. Vous pouvez encore contribuer. Et comme l'a dit Patrick, ce rapport vous sera transmis à votre demande par mail. Et puis on va essayer de le publier. On va en faire un petit ouvrage, puisque c'est un rapport qui aujourd'hui fait presque 60 pages. Donc on est en train de discuter avec un éditeur pour publier le rapport de la mission de préfiguration, donc pour une maison esclavage et résistance, en faire un petit ouvrage que vous pourrez avoir, j'espère, d'ici la fin de l'année. Eh bien, après ces 2 heures que nous avons passées ensemble, bien sûr, remercier les intervenants qui se sont exprimés ici, Julie Drouillet, qui nous a présenté son programme architectural qu'elle nous propose, remercier Daniel Flaherty pour le très beau discours donc, de ce prix Mémoire partagée. Remercier les élus, et notamment le cher Olivier et puis cher Aline Mouquet, qui est resté parmi nous ce soir, nous écoutant. C'est une marque d'attention, de respect qui nous touche beaucoup. L'imam de Bordeaux, Tariq Obrou, qui est encore présent parmi nous. Et puis bien sûr, remercier Doudou, Doudou Diène, pour sa présence au discours. Voilà, remercier Clarisse Gomis, notre secrétaire générale, pour avoir organisé et animé cette rencontre. Remercier nos jeunes assistants qui sont là, Maximilien, donc, qui est en service civique à mémoire et partage, mais aussi Elena qui est là-bas. Et voilà, et puis vous remercier toutes et tous. Vous donnerez rendez-vous très prochainement, puisque le 1er juillet, nous faisons le pique-nique des 25 ans de mémoire et partage pour clôturer notre année. Et à la rentrée, comme l'a dit Baptiste Morin, nous inviterons les différentes collectivités à une réunion collective, parce que pour être devenu un peu politique, j'espère pas totalement politique, j'espère, mais un peu, vous savez, l'inertie à laquelle souvent on peut être soumise quand la politique est là. Donc on essaiera d'inviter nos différents partenaires à cette réunion collective pour qu'ensemble, en multilatéral, chacun puisse assumer un peu ses engagements et pour qu'on puisse avancer. Il faut bien savoir que c'est un projet qu'on ne peut pas faire reposer sur une collectivité. On a une chance historique. C'est que toutes les collectivités sont d'accord pour venir. Et toutes, voilà, et toutes sont prêtes à y participer. Donc, c'est un projet qui aujourd'hui, dans l'évaluation qui a été faite, est à 5 600 000 €. C'est largement faisable lorsque 4 voire 5 collectivités sont vraiment et sincèrement mobilisées. Et ce que Doudou vous a dit,
Oui, plus l'État. Ce que Doudou vous a dit, et je sais que vous l'avez compris, la commémoration a un temps qui n'abuse plus personne, qui n'aveugle plus personne. Le mémorialisme aussi. Il faut aujourd'hui rentrer dans un travail social. On ne peut pas avoir vu George Floyd, le cou broyé pendant 8 minutes 46 secondes par le genou de Derek Chauvin, le 25 mai 2020, et dire que la question de l'esclavage ne mérite pas qu'on mette en place des moyens. Nous en serons vigilants. Et j'espère, vous, avec nous, parce que ça a été du travail, beaucoup pour nous, mais aussi, je pense, pour vous. Voilà. Merci infiniment. Très bonne soirée. À vous tous. Bon week-end de Pentecôte, pour ceux qui fêtent la Pentecôte. Et bien, même nous, on va la fêter quand même, parce qu'on a besoin de fêtes et de célébrations. Donc, pour ceux qui peuvent demain